Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ouverture ce jeudi des Jeux Olympiques spéciaux d'Abu Dhabi. Le chef de l'État Macky Sall y assiste sur invitation du prince héritier. Le président Macky Sall s'est aussi rendu à la grande mosquée Cheikh Zayed, père fondateur des Émirats arabes unis. Ce lieu de culte est un trait d'union entre les cultures. Les affections rénales prennent de l'ampleur au Sénégal. La prévention reste l'enjeu majeur en cette journée mondiale du rein. Focus sur la sensibilisation, la prise en charge et des témoignages de malades qui luttent au quotidien pour supporter la prise en charge onéreuse et éprouvante de cette maladie. La machine de production de cartes nationales d'identité est bel et bien opérationnelle. Contrairement aux informations relayées faisant état d'une quelconque panne, c'est la précision apportée par la direction de l'automatisation des fichiers. La masse salariale de l'État du Sénégal augmente de 37 milliards de francs CFA, une hausse consécutive à la satisfaction des revendications syndicales. Le point dans le grand format économique de ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de sa visite à Abu Dhabi, le président Macky Sall s'est rendu à la mosquée Cheikh Zayed, du nom du fondateur des Émirats arabes unis. Ce lieu de culte qui symbolise le trait d'union entre les cultures est l'une des plus belles au monde. Le chef de l'État a également déposé une gerbe de fleurs à la place des martyrs, autre passage obligé de tout visiteur à Abu Dhabi. Envoyé spécial Oumar Nyinga. Dans la belle cité d'Abu Dhabi, il y a des édifices emblématiques de la grandeur des Émirats arabes unis. La grande mosquée Cheikh Zayed fait partie de ces lieux qui ne désemplissent presque jamais. C'est donc tout naturellement que le président Macky Sall y fait un tour. En bon musulman, il se soumet d'abord au rituel de 2 rakas avant de procéder à la visite de cet impressionnant lieu de culte. Incontestablement, cette mosquée est l'une des plus belles du monde, avec une architecture tout aussi magnifique. Achevée en 2007, elle porte le nom de Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. La vision du fondateur des Émirats arabes unis était d'en faire un trait d'union entre les cultures, un objectif aujourd'hui atteint. Il souhaitait accueillir les visiteurs du monde avec un message de tolérance et d'amour. La visite guidée a permis au président Macky Sall d'en savoir encore sur la capacité d'accueil de la mosquée qui peut recevoir 10 000 fidèles à l'intérieur et 30 000 sur l'esplanade extérieure. L'étape a été donc instructive pour le chef de l'État et sa délégation. À Abu Dhabi, il y a un autre passage obligé, non loin de la mosquée Cheikh Zayed. Il s'agit de Wahad al-Karama, encore appelée place des martyrs. Ceux-là qui se sont sacrifiés pour faire de leur pays ce qu'il est devenu aujourd'hui. Après avoir déposé une gerbe de fleurs, le président de la République Macky Sall a visité le site qui, au-delà d'un souvenir des victimes, symbolise l'unité des Émirats arabes unis. Autour du monument en verre sont gravés les noms des martyrs qui font aujourd'hui la fierté des Émiratis. Pour le président Macky Sall, ce mémorial rappelle la noble obligation du pays à l'égard de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. En priant pour le repos de leur âme, le chef de l'État rend hommage aux dirigeants des Émirats arabes unis pour leur vision et leur ambition pour ce beau pays. Le président Macky Sall, toujours à Abu Dhabi, s'est entretenu avec son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. C'était en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques spéciaux, cérémonie qui vient juste de se terminer. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux.
Je vous fais lecture de ce communiqué du ministère du Commerce, du secteur informel, de la consommation et des PME. Vu la Constitution, vu la loi numéro 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, vu le décret numéro 95-77 du 20 janvier 1995 portant application des articles 44 et 64 de la loi numéro 94-64 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Vu donc le décret numéro 2017-1531 du 6 septembre 2017 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2017-1533 du 7 septembre 2017 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2017-1546 du 8 septembre 2017 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères. Vu le décret numéro 2017-1579 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du ministre du Commerce, de la Consommation, du secteur informel et des PME sur présentation du directeur du commerce intérieur. Article 1er, en application des dispositions de l'article 43 de la loi numéro 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, les prix plafond du ciment ex-usine sont fixés au prix antérieurement pratiqué au 1er janvier 2018. Article 2 est considéré comme prix illicite tout prix supérieur au prix plafond fixé à l'article 1er conformément à l'article 45 alinéa 2 de la loi visée. Article 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par la loi numéro 94-163 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Article 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. C'était donc un communiqué du ministère du Commerce, de la Consommation, du secteur informel et des PME. Économie toujours, les instances de négociation de la zone de libre-échange continentale ont adopté des directives relatives au commerce de services. Elles se sont également accordées sur le niveau de libéralisation tarifaire. 7% des produits de commercialisation sont concernés. Ces décisions prises lors d'une rencontre au Caire ont été restituées par le Comité national des négociations commerciales. Le compte-rendu de Rougui Adoubar. Pour développer le commerce intra-africain sur un marché unique de plus d'1 milliard de consommateurs, les instances de négociation de la ZLECAf ont fixé les modalités de libéralisation tarifaire. Le niveau de libéralisation initialement prévu est de 90%, qui doivent être libéralisés au bout de 5 ans pour les pays en développement et au bout de 10 ans pour les PMA. Lors de la réunion du Caire, les États sont tombés d'accord sur le niveau, le pourcentage, à savoir 7% de produits sensibles. Mais il y a 3% de produits qui seront pour le moment exclus de la libéralisation. La liste d'exclusion peut être révisée 5 ans après la mise en place de la zone de libre-échange grâce à une clause de rendez-vous. Et sur le commerce de services, des directives sont adoptées. Pour les services, ce qui a été retenu, c'est de prendre comme que les États qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Donc le point de départ va être les engagements que ces États ont pris au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'il s'agit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine d'offrir aux pays africains beaucoup plus que ce qui est offert aux pays tiers. Le Comité national des négociations commerciales internationales prépare la deuxième phase de négociation de la ZLECAf. Pour cette phase consacrée aux investissements, aux règles de la concurrence et à la propriété intellectuelle, les négociations débuteront en avril prochain.
Je le disais en titre, la masse salariale globale de l'État a connu une hausse considérable de 37 milliards de francs CFA. Il s'agit du coût budgétaire de la satisfaction des revendications des syndicats et ce que révèle la dernière note de la conjoncture de la DPE, la direction de la prévention et des études économiques, fait savoir aussi que les recettes fiscales ont augmenté de 7%. Le point dans le grand format économique signé Aram Dao. Un compromis dynamique avec la majorité des organisations syndicales. C'est ce que le gouvernement a cherché et trouvé selon les lignes de la loi de finances rectificative 2018. Le coût budgétaire de la satisfaction de ces revendications est aujourd'hui connu, 37 milliards de francs CFA. Le président de la République a accédé donc, à la revendication de la plupart des syndicats, notamment les syndicats de la santé, mais aussi les syndicats de l'éducation, qui ont bénéficié donc d'indemnités nouvelles ou bien de la hausse de certains nombres d'indemnités. Et cela, naturellement, a eu un impact sur la masse salariale. Il a fallu passer par une loi de finances rectificative pour intégrer ces nouvelles dépenses. Prévision bouleversée donc, mais équilibre budgétaire maintenu. C'est des recettes qui sont là et qui peuvent être affectées à un certain nombre de dépenses. Maintenant, au cours de l'année, l'État peut décider, en toute responsabilité, de couper un certain nombre de dépenses et pour pouvoir faire face à d'autres types de dépenses. Et c'est ça qui s'est passé. L'État, dans le cadre donc, de la révision de la loi de finances, a pensé qu'il était beaucoup plus pertinent d'asseoir un certain nombre d'engagements, notamment les dépenses d'investissement, couper un certain nombre de dépenses d'investissement, et prendre en charge les dépenses de la masse salariale qui s'imposaient à lui. Les dépenses d'investissement sur ressources intérieures ont d'ailleurs légèrement baissé en 2018, situation atténuée par la hausse des investissements sur ressources extérieures. La note de conjoncture qui le révèle renseigne aussi sur une tendance haussière des recettes fiscales. 1975 milliards en 2018, 7% de hausse comparé à 2017. Et cette tendance haussière des recettes fiscales est imputable principalement à la bonne tenue des impôts sur le revenu, mais aussi de la TVA hors pétrole, mais aussi et surtout des droits de douane. L'on sait également que le Sénégal a moins importé du riz en 2018. Les prévisionnistes soulignent un ralentissement. Vous verrez qu'en 2018, l'augmentation des importations de riz est évaluée à l'ordre de 1,4%. Or qu'en 2017, on était avec une augmentation de l'ordre de 5%. Donc depuis quelques années, on a constaté effectivement que le rythme de progression des importations est en train de baisser. Maintenant, il y a plusieurs explications à ce phénomène-là. D'abord, il y a la production de riz qui a considérablement augmenté ces dernières années. Il y a déjà les superficies emblavées qui ont beaucoup augmenté, mais aussi il y a la qualité des semences. Un coup d'œil sur les exportations pour se rendre compte qu'elles ont bien progressé. Elles sont évaluées sur l'année 2018 à près de 1670 milliards, donc une augmentation de l'ordre de 12,3%. Et elles sont essentiellement portées par l'or monétaire. Ensuite, il y a aussi les exportations de produits alimentaires qui se sont bien comportés, notamment les produits halieutiques et les produits arachidiers. Commerce extérieur, finances publiques, compétitivité. La direction de la prévision et des études économiques a fini d'établir dans sa note une situation comparative entre 2017 et 2018. Toujours avec le monde de la finance, les membres de l'ABCIA en conclave à Dakar. L'Association des banques centrales africaines veut inscrire ses actions vers la création d'une monnaie unique et d'une banque centrale africaine. Deux chantiers qui nécessitent une harmonisation des politiques financières à Basso. Cette rencontre de l'Association des banques centrales africaines se tient à l'heure des réformes économiques du continent. Quels sont les voies et moyens d'une création d'une banque centrale africaine et d'une monnaie unique? Des pistes de solutions ne manquent pas. Développer une stratégie visant à accélérer le processus qui devrait être présenté à la 4e réunion du CTS sur les finances, les affaires monétaires, la planification et l'intégration. Travailler en étroite collaboration avec l'association des banques centrales en vue de réviser
les échéances pour la création de la Banque centrale africaine et tenir des réunions consultatives avec les communautés économiques régionales afin de parvenir le plus rapidement possible à un consensus et proposer un calendrier pour leur mise en œuvre. 40 banques centrales sont membres de l'APCA, Association des banques centrales africaines qui milite en faveur d'une économie harmonieuse. Au regard du niveau de représentation des membres du bureau, il ne fait aucun doute que les débats seront de haute qualité. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion qui va aussi se pencher sur la dette, des conséquences pour la politique monétaire et la stabilité financière. Restez ici et réussissez ici, c'est le thème de la FIARA 2019. Pour cette 20e édition, plusieurs activités sont prévues, un festival alimentaire et des journées de consultation médicale. Cette année, presque 800 exposants sont attendus à Dakar. Hamidou Diop. Pour cette 20e édition de la FIARA, les défis de l'immigration ont inspiré les organisateurs. En 1999, les thèmes de discussion ont tourné autour d'importantes questions comme le rôle des exploitations familiales dans le développement agricole et rural, l'emballage et l'amélioration de la productivité, les services d'accompagnement de la production notamment. Aujourd'hui, le thème général de cette édition, qui s'articulera autour du triptyque « Rester ici, travailler et réussir ici », un slogan porteur d'espoir face aux enjeux et aux défis de l'immigration. 800 exposants vont venir de plusieurs pays pour montrer les ressources des terroirs et valoriser l'agriculture familiale menacée aujourd'hui par l'agro-business. L'organisation du festival alimentaire composante de la FIARA entre dans ce cadre. La deuxième édition se tiendra pendant la FIARA du 22 au 27 avril 2019. L'objectif spécifique est d'informer et de sensibiliser les citoyens et les décideurs à la nécessité de soutenir un modèle agricole plus équitable et plus respectueux de l'environnement et des écosystèmes qui mise sur les exploitations familiales pour relever les défis alimentaires et lutter contre la pauvreté au Sénégal. Le CISES, partenaire de l'ASPRODEB et du CNCR, s'est dit prêt et annonce que toutes les dispositions sont prises pour une réussite de la 20e édition de la FIARA. Il n'y a pas eu de panne de machine au niveau du service de production des cartes nationales d'identité. C'est en tout cas la réponse apportée par la direction de l'automatisation du fichier suite à une information relayée dans la presse faisant état d'une panne des machines. Un tour au niveau de ces services a permis de faire le constat. Reportage Moussa Mané. On m'a appelé au téléphone ce matin pour me le dire, mais j'étais tellement ébahie parce que c'est pas vrai, franchement, c'est pas vrai. On a travaillé même hier jusqu'à 19h. Aujourd'hui, à 6h du matin, les éléments étaient déjà sur place. Pour preuve, à la date du 13 mars, vous avez su dessus la production du jour par commissariat. Ici, au service production, les machines tournent à plein régime. Le travail se fait à la chaîne. Il suffit seulement d'un clic et le processus est lancé. Après la validation, on reçoit les cartes validées ici à la machine. Donc après, on est obligé, on répartit les cartes sur les différentes machines. Après la répartition, on a l'édition. À la sortie, les cartes sont soumises au contrôle qualité. Les agents vérifient encore la fiabilité des informations. Ces informations contenues dans la puce sont comparées à celles enregistrées durant la saisie au niveau des commissariats. Après le contrôle de qualité, il y a juste le branch qui est la dernière étape. Donc après, on achemine les cartes à la cité police et les commissariats viennent à la cité police pour récupérer leurs cartes. Vous remarquez que même on n'a pas de stock parce que vous voyez que les cartes déjà validées sont en train de sortir, on est en train de les éditer, on n'a pas franchement de stock de cartes. Au moins 11 machines produisent simultanément des cartes. Cependant, la production est fonction des demandes des commissariats. La production maximale peut atteindre 80 000 cartes nationales d'identité par jour. Santé. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale du rein ce 14 mars. Un moment fort pour les malades du rein. À l'hôpital de Pikine, 3 actes majeurs ont marqué cette journée. Un dépistage des maladies rénales, la cérémonie officielle et l'inauguration d'un centre de dialyse. Compte rendu à François Sec. Des reins en bonne santé pour tous, partout, c'est le thème de cette journée mondiale du rein.
Un thème en phase avec les ambitions de notre pays, avec notamment la couverture maladie universelle. La gratuité de la mesure de la dialyse dans le secteur public, l'amélioration de l'accessibilité géographique de la dialyse dans toutes les capitales régionales et dans certaines grandes villes. À ce jour, nous avons 23 centres. Et dans ces centres, nous avons 275 postes de dialyse. Le déploiement de ressources humaines de qualité dans les centres de dialyse, avec plus de 152 agents. L'adoption de textes relatifs aux dons et à la transplantation d'organes. En mars 2018, notre pays comptait 753 patients dialysés, la prévalence estimée à 4,9% de la maladie rénale chronique. Pour l'ACHIR, Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, le nombre de dialysés pris en charge a doublé, mais la demande reste toujours forte. Nous attendons la baisse des coûts des médicaments et des analyses pour les malades du rein. La mise en disposition des médicaments anti-rejet pour non transplantés. La mise en application de la loi sur la transplantation rénale. La transplantation rénale reste un défi à relever. Une attention toute particulière a été portée sur cette problématique en cette journée mondiale du rein. Pour joindre l'acte à la parole, un centre de dialyse a été inauguré. Il a coûté plus de 150 millions de francs CFA, une manière pour l'État du Sénégal de mieux maîtriser la pathologie rénale et soulager les malades. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne tout l'intérêt que le ministère de la Santé et de l'Action sociale accorde au renforcement des infrastructures hospitalières en particulier, avec pour seule finalité une meilleure prise en charge médicale des populations. Nous nous en réjouissons. Auparavant, une séance gratuite de dépistage des maladies rénales a été ouverte aux populations. À Tambacounda, des centaines d'insuffisants rénaux sont pris en charge au centre d'hémodialyse depuis 2013. La maladie est de plus en plus détectée chez les jeunes et les enfants. Reportage au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional Abdoulaye Sinkari. Chaque semaine, Ibrahim Ndaou passe 3 fois à l'hôpital pour des séances de dialyse et cela dure depuis des années. Quand on fait la séance, vraiment, si je rentre, je suis à l'aise. Mais avant de venir, je ne suis pas à l'aise. Oui, j'ai des problèmes. Je trouve d'eau pour marcher aussi, c'est tout à fait un problème. Mais après la dialyse, quand même, c'est bon. Comme lui, ils sont plus de 150 insuffisants rénaux à avoir été accueillis dans ce centre depuis son érection en 2013. Une bouffée d'oxygène pour les malades de la région. Le centre dépend de beaucoup de consommables qui nous viennent souvent de Dakar. Et souvent, nous avons des ruptures de consommables. Et sachez que chaque fois qu'il y a une rupture de consommables, c'est vraiment une galère pour les malades. Le centre n'est pas réservé uniquement aux patients qui ont une insuffisance rénale chronique, mais c'est un centre qui règle également beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë. Et les insuffisances rénales aiguës, nous en avons beaucoup. L'insuffisance rénale, une tueuse silencieuse qui n'en a pas fini avec les dégâts. Ici, la moyenne d'âge des malades est de 40 ans et le mal est de plus en plus décelé chez les enfants. Chez l'enfant de 1 à 10 ans, les causes sont difficiles à identifier. Souvent, ce sont des causes qui sont liées à son fonctionnement interne, à sa génétique. Pour cette journée mondiale du rein, le centre d'hémodialyse de Tamba met l'accent sur la sensibilisation. Promouvoir les bonnes pratiques pour des reins sains pour tous et partout. S'occuper des soins lourds et longs liés à la maladie rénale, c'est le quotidien du couple que notre équipe a rendu visite. Le mari souffrant d'une maladie rénale, l'épouse passe ses journées à collecter des dons de bonne volonté pour la prise en charge. Reportage Maman Moussagna. Chaque jour, nous avons un cas. Chaque jour, malade dialyse de dé suñu kanam. Chaque jour, des malades succombent du fait d'un manque d'assistance. Nous sommes maintenant habitués à cela. Les ordonnances sont nombreuses et doivent être prises quotidiennement, sans compter les analyses à faire. Ndeye Khady vit depuis 2017 le calvaire.
Son mari est malade, alité. Monsieur Faye, un chauffeur de taxi clando qui a toujours pris en charge sa famille, n'en peut plus du fait de ses dialyses, de ses ordonnances, de ses charges familiales. Le traitement est cher, le régime est aussi spécial. C'est une maladie très compliquée. Je remercie ma famille qui m'aide beaucoup, me soutient et m'assiste à tous les niveaux. Son épouse prend le relais pour souligner surtout que la gratuité du traitement n'est que de nom. Toute la vie du malade se résume à des allers et retours entre l'hôpital et la maison. Du lundi au vendredi, tu es à l'hôpital. Les malades ont besoin d'un bon suivi médical, de beaucoup de centres de dialyse et de médecins compétents pour faire face à leurs difficultés. Ce sont plus de 200 membres qui sont dans l'association. Ils collectent quotidiennement des fonds pour s'acquitter les frais des ordonnances des malades. Le problème, c'est qu'on compte plus de malades dialysés dans les centres privés que dans les hôpitaux publics. Si un centre prend en charge 10 personnes, sans attendre à côté, tant qu'un malade n'est pas décédé, un autre ne peut pas être pris en charge. À Dakar, les hôpitaux Grand Yoff, Roi Baudouin, Thiaroye sont entre autres les centres de gratuité pour les malades. Dans les régions, des malades sont reçus pour les dialyses. La transplantation, une alternative face aux maladies rénales. La dialyse est certes gratuite dans les structures publiques, mais la disponibilité des places pose problème. Beaucoup de malades vont dans le privé et supportent difficilement les coûts de la prise en charge. Tous fondent leur espoir sur la transplantation rénale. C'est un reportage de Ramadadem. À l'hôpital Le Dantec, au service néphrologie, le professeur Farika s'exprime sur la loi relative aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes et aux greffes de tissus humains. Pour lui, c'est une avancée significative dans la lutte contre les maladies rénales. Étant entendu que la transplantation permet de redonner une meilleure qualité de vie aux patients, elle permettra également de réduire de manière considérable le coût de la prise en charge des insuffisances rénaux. Conformément à cette loi de 2015, le don d'organes est gratuit au Sénégal. Ça, c'est un premier principe. Comme autre principe, on peut retenir le fait que le prélèvement ne soit autorisé que chez une personne vivante. Donc actuellement au Sénégal, pour prélever un don ou bien des tissus humains, on ne peut le faire que sur une personne vivante. La transplantation rénale est certes autorisée par la religion, mais elle ne se fera dans un premier temps que sur des personnes vivantes. Il faudra bien sûr des mesures d'accompagnement pour élargir le spectre des donneurs. Nécessairement, il faudra changer également les conditions d'accueil dans les urgences. Parce que voilà, on ne peut pas accueillir quelqu'un dans les urgences. Il faudra lui offrir un minimum de soins avant qu'il décède et puis dire qu'on prend ses organes. Donc il y aura tout un également... C'est extrêmement important parce que ça permet de relever le plateau technique de tous les hôpitaux. Une dernière étape est essentielle pour la mise en place du Conseil national du don et de la transplantation, qui est d'ailleurs constitué et sera bientôt installé. Le conseil est composé de 12 membres. Donc ces 12 membres, c'est un magistrat, un professeur de droit, un représentant du Comité sénégalais des droits de l'homme et 7 médecins ou biologistes et puis 2 personnalités qualifiées qui sont désignées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon Anna Sambou, cette jeune dame âgée de 26 ans est mondialisée depuis 2012 à raison de 3 séances par semaine. La transplantation rénale est une bonne chose, mais des mesures d'accompagnement s'imposent selon elle. Nous aimerions aussi, si jamais il commence à faire la transplantation rénale, que ce soit pas cher ou que ce soit gratuit pour une prise en charge des malades. Le PO, c'est cher. 95 000, je pense, oui. C'est cher. Le bilan, c'est à peu près 150 000 francs tous les 3 mois. Ça aussi, c'est cher. La transplantation rénale, la solution que les hémodialysés attendent avec impatience, car les maladies du rein coûtent cher. L'autre enjeu face à cette maladie, aux maladies rénales, c'est la prévention primaire et elle passe par
notre mode de vie, notamment l'alimentation. Justement, la journée africaine de l'alimentation scolaire est célébrée aujourd'hui au Sénégal. La cérémonie officielle a eu lieu dans la région de Matam. Une occasion saisie par la rédaction du journal télévisé pour aller à la rencontre de quelques élèves du lycée Blaise Diagne et au collège Abdoulaye Mathurin Diop de Dakar. Il s'agit de voir comment justement ces élèves s'alimentent loin de chez eux. C'est un sujet réalisé par Lamine Touré. À 7 h de la matinée, entre 10 h et 12 h, l'ambiance est faite de joie pour ces élèves. Aux alentours du lycée Blaise Diagne et du collège Abdoulaye Mathurin Diop, Mariama Sané et ses camarades de classe se donnent à cœur joie au petit déjeuner. C'est la routine, moment indispensable pour se ressourcer. Je prends mon petit déjeuner à midi, à partir de midi, oui. Parce que le matin, on ne peut pas prendre le petit déjeuner. Et on sort dehors pour acheter de quoi manger. Contraints à s'alimenter pour tenir en classe, ces élèves n'ont pas visiblement de choix. Il faut se restaurer à tout prix. On achète du pain à 250, plus de l'eau à boire à 50 francs. Et c'est trop cher. À la descente, on ne pourra pas venir aussi prendre un autre pain parce que notre argent ne sera pas suffisant. Une alimentation à base de farine essentiellement, comme nous le confirme Abdou Diallo. Je suis venu acheter du pain frit, des fois j'achète d'hamburger, c'est ça que j'achète. Qu'en est-il de l'hygiène qui accompagne cette nourriture servie devant les portes des écoles? Pour obtenir une réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Farmata Kamara Diatou, directrice de l'école élémentaire publique Ahmadou Bamba, Mbakhan Diop 2. Je ne cesse vraiment de sensibiliser ces vendeurs qui commercialisent des produits. Les aliments qu'ils vendent aux élèves sont très bien protégés. Le centre médico-social des élèves qui passe pas plus tard qu'au mois de décembre, voilà, les membres de ce centre étaient là, voilà, pour faire à nouveau un contrôle qui se fait annuellement à l'endroit de ces vendeurs, voilà, qui commercialisent leurs produits, voilà, au profit de nos élèves. Finalement, tout le monde y trouve son compte. La nourriture que je donne aux enfants, c'est ça que moi-même je mange ça à la maison. Voilà. Même les maîtresses qui sont là, c'est moi qui les servis, presque 12 maîtresses. Même les directeurs, c'est moi qui les servis le petit déjeuner. Chaque matin, je fais un hamburger local, pain, œufs, un peu de foie ou bien un peu de viande hachée. Je mets là-dedans, je donne aux enfants. Ces quelques écoles visitées n'offrent pas encore toutes les commodités requises pour permettre à ces élèves de s'alimenter correctement au sein de leur établissement. Mais pour le moment, tout se passe bien pour ces collégiens. Deuxième édition de la conférence internationale sur les femmes dans les TIC ou dans les sciences, si vous voulez. L'initiative vise à créer un cadre de partage entre femmes scientifiques et élèves. C'est pour créer des vocations chez les apprenants. Une rencontre organisée par l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, Fantabachi. Une conférence aux allures de cours magistral avec des success stories pour inspirer la jeunesse, notamment les filles. Ces femmes scientifiques au parcours impressionnant sont invitées à partager leurs expériences pour stimuler chez les élèves l'amour des matières scientifiques. L'initiative rencontre la vision en éducation du ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de la promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences, des technologies. Agrégés en physiologie, ingénieurs en télécommunications, astronomes, biologistes, génie informatique et physiciennes, ces icônes ont séduit élèves et étudiants avec leur profil admirable. Ça nous a beaucoup inspiré, surtout la phrase « qui veut, peut ». Il est nécessaire que la science puisse évoluer parce que dans le monde d'aujourd'hui, la science a vraiment un grand impact. Parce qu'en se basant sur deux enseignements de la religion, chercher la connaissance depuis le berceau jusqu'à la tombe et chercher partout la connaissance et même jusqu'à Chine. Cette conférence se veut le creuset de la valorisation des filières scientifiques et de l'astronomie. J'avais un rêve de faire de l'astronomie mon métier. Malheureusement, il n'y avait pas de cadre pour que je puisse travailler dans ce domaine dans mon pays. Nous sommes en train de construire la Cité du Savoir à Diamniadio qui comprendra, entre autres, un planétarium, un observatoire d'astronomie, des programmes de formation en astronomie
sont en gestation pour nos universités. La conférence Les femmes dans les sciences, qui est à sa 2e édition, est en phase avec les différentes réformes engagées par le ministère de l'Enseignement supérieur qui ambitionne de construire le capital humain à travers la cible jeunesse. Cette jeunesse qui est invitée à s'engager dans les sciences pour relever les défis actuels du continent. Mars étant le mois dédié à la femme, celles de la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6 n'ont pas été laissées en rade. Elles ont bénéficié d'actions de solidarité de la direction de l'administration pénitentiaire en collaboration avec l'ONG Tostan. Fatoumata Savané. Elles ont démontré leur savoir-faire. Elles ont honoré leurs invités. Les femmes détenues de la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6 ont célébré comme celle du monde la journée qui leur est dédiée. À l'instar de la communauté internationale, l'ONG Tostan, en partenariat avec l'administration pénitentiaire, a voulu bien célébrer cette journée au profit des femmes pensionnaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la réinsertion sociale des détenus. Cet établissement pénitentiaire, maison d'arrêt pour femmes, a été créé en 1995 pour désengorger la maison d'arrêt de Rebeuss et de mettre les femmes détenues dans des meilleures conditions de détention. La direction de l'administration pénitentiaire accompagne ses pensionnaires et prône le respect de leurs droits en milieu carcéral. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits de la femme et la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Plus qu'une journée, mais aussi les 6, 7, 8 mars, toute l'année, nous célébrons pour notre part la femme en respectant au mieux les droits de celles qui sont en détention dans les établissements pénitentiaires. Les femmes de la MAF ont accueilli l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Il a félicité le personnel administratif tout en encourageant les détenus. Je voudrais que vous puissiez donner une forme qui sont un peu partout. Il y en a là-bas aussi, là derrière. Là derrière aussi. Je veux remercier beaucoup. Il y en a là-bas aussi. Vous voyez, ils sont partout. Ils sont là-bas aussi. Je veux remercier beaucoup pour le travail qu'ils font chaque jour. Toutes les dames représentées ici, qui sont des dames comme nos mamans, des dames comme nos sœurs, qui pour le moment, elles sont là-bas. Mais il n'y a pas de différence entre nos mamans, nos sœurs, nos filles, etc. L'ONG Tostan a réaffirmé sa solidarité avec les femmes détenues. Plusieurs associations, dont la FABES de la RTS, ont tenu également à accompagner les pensionnaires de la MAF pour cette journée spéciale. Sur l'international au Royaume-Uni, la Chambre des communes a approuvé ce soir le report du Brexit et un nouveau vote sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La motion présentée par le gouvernement repousse la date du 29 au 30 juin prochain. Le récit de Daraba. Ce vote qui, par 412 contre 202 voix, reporte le Brexit à la fin du mois de juin, intervient après 2 jours durant lesquels les députés britanniques avaient rejeté l'accord négocié par la première ministre britannique. Theresa May devra retourner donc à Bruxelles, cette fois-ci avec du concret comme l'exigent les dirigeants européens. Le Royaume-Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future. Quel est son choix? Et c'est cette question-là qui se pose avant même celle d'une décision sur une éventuelle extension. Prolonger cette négociation, pourquoi faire? Puisque la négociation sur l'article 50, elle est terminée. Il faut auparavant que les députés britanniques acceptent et votent le texte que la Chambre des députés, pour rappel, a rejeté 2 fois. Et ce vote devra intervenir avant le 20 mars, veille du sommet des 27 prévu à Bruxelles, les 21 et 22 de ce mois. À défaut, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne risque d'aller au-delà du 30 juin. La première ministre britannique a donc une quinzaine de jours pour finaliser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Sur l'international, toujours 3 jours après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, les États-Unis ont rejoint le consensus mondial de retirer le Boeing 737 MAX, une situation lourde de conséquences pour le géant américain de l'aéronautique. Ibrahim Ononga. Son nom inspire la peur depuis quelques jours. Son image est cornée. Le Boeing 737 MAX en zone de turbulence. Depuis le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie d'Ethiopian Airlines ayant occasionné la mort de 157 personnes, l'entreprise américaine occupe presque la une des journaux à l'échelle mondiale. D'après la liste que moi je vois défiler sur la toile, il y aurait presque, je ne sais pas moi, plus d'une vingtaine de nationalités. Il y a même des gens qui disent qu'il y avait une cinquantaine de nationalités. Donc c'est normal que cette information fasse la une des journaux. Ça fait quand même l'effet de désolation parce que nous avons plusieurs pertes de vies humaines. Dans ce cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons pratiquement 149 personnes qui ont péri, plus les membres d'équipage. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un accident aussi catastrophique? La réponse est à chercher dans 3 facteurs. Il peut y avoir les causes techniques, il peut y avoir les causes humaines, il peut y avoir les causes météorologiques. Donc tant qu'on n'a pas tous ces éléments, moi je trouve qu'il est un peu trop tôt. J'entends souvent les gens parler de pilotage automatique, alors qu'on sait que cet avion, il a décollé et il est tombé 6 minutes après. Les conséquences de l'accident sont désastreuses. Le groupe Boeing pourrait débourser jusqu'à 5 milliards de dollars. À cela s'ajoute la décision de Trump relative à l'immobilisation de tous les appareils 737 MAX 8 et 737 MAX 9 jusqu'à nouvel ordre. C'est sûr que Ethiopian perd, mais Ethiopian n'en perdra pas plus que Boeing aujourd'hui. C'est Boeing qui va ramasser les casseroles. Ça, c'est maintenant, c'est cette industrie, c'est l'industrie en elle-même qui va perdre énormément de trucs. Parce qu'il va y avoir des remontées. Tous ceux qui voulaient acheter même des avions 737, même qui ne font pas partie de cette série, 7, 8, tout ça, des gens vont hésiter par 2 fois. C'est-à-dire, c'est un ballon de sonde. Quand on le lance, on sait quand est-ce qu'on le lance, on ne sait pas où est-ce qu'il aboutit. Le regard dans le rétroviseur nous permet de comprendre la longévité de l'appareil. C'est un modèle qui existe depuis 1967. Et pour le 737 MAX 8 qui a fait le crash le 10 mars, c'est un avion sorti de révision en novembre 2018. En sport, football, Ligue des champions, Liverpool et Sadio Mané qualifiés en quart de finale. Ils ont battu le Bayern Munich 3-1 avec un doublé retentissant de Sadio Mané. L'attaquant sénégalais a inscrit 3 buts en Ligue des champions et 16 en championnat, des performances remarquables sur lesquelles revient El Hadji Thierno Dramé. Un doublé pour qualifier Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Sadio Mané, roi conquérant de Anfield à l'Allianz Arena. Ce doublé retentissant n'est que le reflet de l'excellente saison que Sadio Mané est en train de faire avec les Reds. En 28 matchs de Premier League, il a déjà inscrit 16 buts et offert une passe décisive. Une passe seulement, c'est moins que la saison dernière à cette même période, mais il marque plus et est plus décisif devant les buts. Aujourd'hui, plus que jamais, il se positionne en leader dans le front de l'attaque des Reds. Liverpool, deuxième de Premier League derrière Manchester City, et en lutte pour le titre. Un titre avec les Reds pourrait lui assurer celui de meilleur joueur de l'année s'il garde cette dynamique. Avec 10 buts marqués en 10 matchs toutes compétitions confondues, Sadio Mané titille les records grâce à cette efficacité devant les buts. Sadio Mané devra par ailleurs garder ce rythme en équipe nationale et un bon résultat du Sénégal à la CAN devrait sans doute le sacrer meilleur joueur africain de la saison. Mais on en est encore loin. Il doit d'abord penser à continuer l'aventure en Ligue des Champions et continuer la lutte pour le titre de champion d'Angleterre tout en restant le patron au sein des Reds. Chez nous, la LONASE a remis un chèque de 12 millions de francs CFA à une heureuse gagnante du PMU. Des innovations ont également été annoncées pour le grand bonheur des parieurs. Le PMU en ligne sera bientôt lancé à Wendiaï. La LONASE a félicité Hawa Diarra qui a remporté la somme de 12 768 000 francs. Le conseil spécial du directeur général a remercié l'ensemble des parieurs. Je remercie la LONASE du fond du cœur. On s'est bien occupé de moi et j'ai été bien accueillie ici à la direction générale. Je remercie vraiment le bon Dieu et je suis très heureuse d'avoir gagné cette somme.
Des changements se sont produits pour le PMU. Un nouveau produit d'ici quelques jours. Le multi est une formule du PMU qui permet de choisir entre 4, 5, 6 et 7 chevaux, mais en payant indifféremment la même mise de base. La mise ne change pas, qu'on choisisse 4, 5, 6 ou 7, on paye 500 francs. La différence va se faire au niveau du gain, parce que plus on prend de risques, c'est-à-dire la personne qui prend 4 chevaux, va percevoir un gain beaucoup plus important, parce que la personne va voir son gain qui sera égal au rapport de base que multiplie 105, un indice 105. Donc c'est comme cela que ça va se passer. Et la personne qui prendra 7 chevaux aura pris moins de risques et aura un gain moins important. La LONASE lancera également le PMU en ligne. Il permettra aux parieurs de jouer sans se déplacer dans un point de vente. Nécrologie, la RTS en deuil avec le rappel à Dieu de Adamasen, choriste, auteur, compositeur. Adamasen animait l'émission Penchum Radio Sénégal tous les jeudis et l'émission Khaware et la veille culturelle tous les lundis. Adamasen, diplômé de l'école des beaux-arts, est décédé ce matin au centre de santé de Kermassar. Il a été inhumé cet après-midi à Guéréo. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances à la famille de Adamasen, paix à son âme. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Bonne soirée sur la RTS.